J'avoue ne pas savoir si Togashi est un fou ou bien un génie, ou bien si c'est peut-être même les deux. Alors que l'arc actuel y dépasse depuis déjà un certain temps la cinquantaine de protagonistes, il nous offre un chapitre qui introduit un nouveau groupe. Cet arc va, ou a peut-être même déjà dépassé la centaine de protagonistes entre les mafieux, les gardes, les princes, les hunters, la brigade et maintenant les soldats. Je sais pas vers quoi on se dirige, mais ce qui est sûr, c'est que ça va être quelque chose de grand. C'est évidemment toujours un bonheur de retrouver un chapitre chaque semaine. Merci pour les travaux, monsieur. Mais maintenant, il va falloir décortiquer tout ça, et ça risque pas d'être chose aisée. Je suis Yubito, et bienvenue dans ma review du chapitre 394 d'Hunter x Hunter. On nous avait laissé sur Inrig et Kenny faisant face au vieillard de la chambre 3101, le menaçant de quitter la pièce. Le vieux briscard réticent à sortir de la chambre sur ordre d'Inrig prétend avoir une envie soudaine d'aller aux toilettes. Inrig va alors mettre à exécution la menace qu'il lui avait proférée au dernier chapitre et lui plante un premier couteau dans la cuisse. Et un détail va le troubler, sa blessure ne saigne pas, sous-entendant qu'il ne s'agit pas de son réel corps et potentiellement d'une capacité de naine. Après quoi, l'homme va se mettre à déblatérer sur sa vie racontant qu'autrefois il se faisait volontairement renverser par des voitures pour soutirer de l'argent en faisant semblant d'avoir mal. Inrig va clairement dire tout haut ce que tout le monde pensait tout bas, c'est-à-dire qu'on s'en bat les steaks, et il va lui demander où se trouve son vrai corps. Le vieillard finit par disparaître en fumée. Kenny propose alors à Inrig de laisser la brigade s'occuper des Hailey, étant donné que les Shu'u ont enfin mis la main sur Hisoka et que ce serait le meilleur moyen d'agir sans leur attirer d'ennui. À peine ont-ils eu le temps d'échanger davantage qu'un type entre dans la pièce pour récupérer les couteaux d'Inrig, et c'est sous les yeux de tous qu'il disparaîtra en fumée à son tour. Inrig, qui n'est pas au courant de la mort de Luini, va naturellement penser que c'est lui qui l'a téléporté, et donc Kenny va en profiter pour décrire le meurtre et les intentions de Nobunaga. Il pense qu'en laissant la brigade agir contre les Hailey, ils trouveront un moyen de déjouer leur piège et les éliminer. Stratégiquement, c'est la meilleure idée. Ils pourraient laisser l'araignée s'en occuper et venir ramasser les miettes à la fin. Malgré les arguments de Kenny, Inrig préférera quand même mener sa petite enquête. Passons au repère de Morena. J'avais dit dans ma précédente review qu'il y avait de fortes chances que le pouvoir de Beauconte nommé la Porte était à l'origine de la disparition du caporal. En l'occurrence, ça n'a pas manqué puisque le petit gars qui a foncé tête baissée s'est retrouvé là-bas. Il se fait aussitôt assassiner par Billet qui justement va passer au niveau 21. Il s'empresse de passer le test du verre d'eau, priant pour être de l'émission, et pas de chance pour lui, il va finir de la matérialisation. On voit toujours à quel point ce sont des débutants en matière de naine. Autant vouloir un type plutôt qu'un autre alors que le système est si bien fait que tous les types peuvent s'avérer extrêmement puissants, ça démontre d'un grand amateurisme et j'espère au moins que certains d'entre eux en comprendront les principes. Ça pourrait devenir super intéressant à partir de là. On découvre alors pas moins de 10 nouveaux membres du clan Hailey. Combien? Ah oui, je vous avais dit que Togashi était vraiment barjo. Et donc pour les présenter, on a Très Bel Homme, Mont Blanc et sa supposée sœur Chiffon, Matovel, Sodome... Encore un blaze vraiment bizarre. Oralgie, Yokotani, Nortor, Soufflé et Dogman. Ça en fait du monde. Commençons avec Très Bel Homme qui va se débarrasser du cadavre du meurtre de Billet. Et j'aime beaucoup son style personnellement. Il rapporte le Maccabée dans une salle qui semble être l'endroit où ils font disparaître les corps et c'est justement les sœurs Toto qui vont s'en charger. Autrement dit, Mont Blanc et sa sœur Chiffon. On apprend par la suite l'existence d'un intendant entre les Hailey et la garde rapprochée de Tserienich qui avait été envoyée, et dont ils ont justement perdu les communications. Il est alors évident de penser que de son côté, le 4e prince a dû flairer que ça sentait pas bon. L'intendant en question a sûrement dû se faire exécuter, ou alors s'est fait renvoyer. De son côté, Morena pensait que leurs ennemis avaient pris connaissance de leur cachette, mais grâce aux infos que lui a apporté Guy Atorm, elle sait que ce n'est pas encore le cas. Au cas où, Guy Atorm, c'est lui. Elle va ensuite missionner Matovel et Sodome d'aller attirer un membre de la milice privée du 4e prince, pour le contaminer avec son pouvoir car elle sait que Tserienich voudra la tuer de ses propres mains après sa trahison. Mais force est de constater qu'il est assez occupé avec sa guerre de succession, et par conséquent la meilleure manière de connaître ses faits et gestes reste encore celle-ci. J'ai personnellement tout de suite pensé à Theta, elle qui a pour mission d'assassiner le prince, et en plus c'est la seule personne qui a déjà vu de ses yeux le pouvoir effrayant de Tserienich. Par conséquent, c'est un atout majeur pour les Hailey. Elle pourrait fournir des informations d'une grande importance sur Tserienich, qui justement ce dernier semble beaucoup l'apprécier et pourrait ne pas s'en prendre à elle tout de suite. En termes de probabilité, je la place vraiment en haut du panier. Quant à Oralgi et Yokotani, eux s'occuperont de surveiller la porte au cas où un soldat du prince passerait par là. Et pour ce qui est de Nortor et de Soufflé, eux se chargeront de la fausse porte de la chambre 3101 au cas où il s'y passerait des choses. On voit à quel point tout est bien pensé et que Morena ne souhaite absolument rien laisser au hasard et jouer sur tous les tableaux à la fois.
Avec sa stratégie, elle aura absolument des yeux partout. Aussi, on nous explique comment ils s'y prennent pour quitter le QG. C'est très simple, ils ont juste à emprunter la porte de l'endroit où ils se débarrassent des cadavres, étant donné que c'est cette dernière que Bocont a dû lier à celle de la chambre 3101. Si pour nous ça coule de source, Soufflet un peu moins futé se contentera de suivre Nortor. Une fois les deux oiseaux éloignés, Morena va alors s'adresser à Dogman, mentionnant quelque chose qu'elle lui a demandé de récupérer. Plus tôt dans le chapitre, elle parle d'accompagner les deux autres pour capturer un garde de Tserienich, mais je pense qu'il y a encore quelque chose d'autre. Personnellement, je pense encore une fois fortement à Hisoka. J'en avais déjà parlé de sa potentielle alliance avec Morena, et sachant qu'elle a dû avoir vent de l'objectif d'Hisoka de détruire l'araignée, elle pourrait tout à fait justifier leur alliance de cette manière. Sans compter que la brigade en a aussi après les Heili, Hisoka se retrouvait en parfaite position pour les affronter. Ça expliquerait pourquoi Dogman doit encore monter davantage en niveau pour sa mission, soit Morena l'envoie en pâture à Hisoka pour jauger ce dernier, soit elle compte sur une capacité de Dogman qui pourrait lui permettre de ramener Hisoka jusqu'à elle, même si cette option me semble peu probable. Et enfin, Hisoka via le pouvoir de Morena pourrait peut-être enfin faire l'usage d'une nouvelle capacité pour surprendre Kuroro en la combinant à son Bungigum, de la même manière que ce dernier avait combiné plusieurs capacités pour le battre à la Tour Céleste. Enfin bref, assez spéculé, et on passe sur une petite parenthèse du chapitre sur Inrig, récupérant sa caméra transformée en chat qu'il avait placée au chapitre 391. Il commence à y jeter un coup d'œil, et malheureusement on n'en verra pas plus. Il y a de grandes chances qu'il y trouve quelques informations utiles, comme l'endroit par où on fuit Deverales et Corolle, ou bien la fille qu'il traquait au chapitre 390. A voir ce qu'il en sera. Et là, on change totalement de registre. On voit des gardes défoncer une porte, l'un d'entre eux sous-entend qu'ils étaient à la poursuite de quelqu'un. Ensemble, ils découvrent des cadavres des membres du clan Shahar. Le caporal de l'unité ordonne d'appeler le commissariat central pour leur demander une inspection des lieux et leur rapporter qu'ils poursuivaient des membres du clan Heili qui leur ont tiré dessus. Étant donné qu'ils sont dans une pièce référencée comme étant le bureau administratif du clan Heili, les forces de l'ordre feront forcément le rapprochement entre les meurtres et la mafia. On continue de les suivre et on apprend qu'il s'agit en réalité d'une milice du 4e prince envoyée pour arrêter Morena. Otoshin, un jeune soldat, se permet de prendre la parole pour dire qu'il est possible qu'un ou plusieurs membres Heili soient des utilisateurs de Nen, et qu'il serait intelligent d'établir une stratégie pour pouvoir les contrer. Le caporal ne semble pas savoir de quoi il s'agit, alors Otoshin va lui expliquer l'entraînement au Nen de Tserienich et que c'est une certaine Volken qui lui aurait tout raconté. Voyant l'idée loin d'être débile, le caporal va réclamer le transfert de Volken au 3e niveau pour qu'elle puisse mieux les éclairer. Cependant, le caporal, extrêmement dévoué au 4e prince, a très mal pris qu'Otoshin l'appelle par son prénom. Des petits détails qui font plaisir et qui nous permettent de mieux cerner certains personnages. Après s'être excusé, Otoshin retourne parmi ses collègues et dit bien que Morena n'aurait aucun intérêt à se révolter contre Tserienich si cette dernière n'avait pas de quoi répondre face à lui. Et en soi, il a pas tort. Morena est extrêmement calculatrice, pense absolument à tout et jamais elle n'irait s'attaquer à quelqu'un si elle n'avait pas les armes pour lui faire face. Les soldats poursuivent alors leur petit bout de chemin et reparlent des cadavres découverts plus tôt. Les corps semblent dater d'avant une certaine investigation, ce qui veut dire que dans le cadre d'une enquête de la part des Hunters, ils pourraient rapidement faire tomber les masques sur la corruption entre les différentes mafias et les forces de l'ordre. Alors là, ce serait une catastrophe. Pour rappel, les Hunters ont pour mission principale de protéger les princes. S'ils apprennent l'existence du lien parental entre la famille royale et la lignée qui dirige dans l'ombre les différents clans mafieux, ça pourrait donner naissance à une tragédie sans précédent au sein du Black Whale tout entier. Quoi qu'il en soit, avant d'en arriver là, si tout cela vient à être révélé au grand jour, la première personne qui en tirera bénéfice, c'est le premier prince Benjamin. S'il décide de répandre la nouvelle comme une traînée de poudre, ça pourrait provoquer une guerre entre les mafias et l'armée royale. Togashi nous offre d'ailleurs une magnifique case du jugement dernier symbolisant la potentielle fin de la police et donc le début de l'anarchie au sein du bateau. Capturer Morena est donc une priorité absolue pour la milice de Tserienich pour éviter l'apocalypse. Mormori, jusque-là restée relativement silencieuse, prend à son tour la parole pour dire que si le 4e prince n'a pas encore agi contre Morena, c'est que le connaissant, il fait sûrement mumuse avec un nouveau jouet. On en apprend ensuite un peu plus sur ce dernier. Elle explique qu'il est un véritable prodige quand il se donne à fond sur quelque chose. Elle évoque un exemple où durant ses années à l'école militaire, il avait été mis au défi par l'un de ses camarades de battre le record de démontage et remontage d'armes à feu. Il se serait alors enfermé pendant des jours et des nuits sans manger ni dormir, n'ayant que son objectif en tête. Un sacré esprit tryhard puisque le jour J, c'est en arrivant qu'il va abattre son camarade après lui avoir atomisé son record.
Si l'on transpose cet exemple à son apprentissage du naine où il a déjà montré un potentiel absolument titanesque, je n'imagine même pas de quoi il sera capable à l'avenir. Rien que pour l'exemple de Meruem qui était déjà un génie en tout point, en l'espace de quelques mois il est devenu une menace à l'échelle humaine. Mais c'est surtout son incroyable talent au jeu du Gungi qui a joué un rôle décisif dans sa victoire face à Netero. Alors si on admet que Tserienic se soit passionné de plein de choses durant toute sa vie et qu'il nous cache encore des talents inexploités, je n'ose même pas imaginer ce qu'il pourrait entreprendre. En soi, comme l'a si bien dit Mormori, il passe seulement d'un joujou à un autre. On comprend alors beaucoup mieux pourquoi Tserienic est encore relativement passif à l'égard de Morena, et que sa milice, le connaissant depuis toujours, sait sans même recevoir d'ordre ce qu'ils ont à faire. La relation entre ses soldats et lui-même est absolument incroyable. Et donc la première partie de leur plan pour empêcher le bateau de connaître des jours sombres consiste à faire des transferts de soldats entre les niveaux de manière continue jusqu'à ce que l'accès leur soit bloqué. Ça voudrait alors dire que la police a décidé d'un plan d'attaque pour anéantir les mafias, car si un tel plan venait à voir le jour, il est évident que l'armée royale classerait l'affaire top secret et bloquerait l'accès à certains étages. Et cela, même pour les milices privées. Le caporal se rend donc compte à quel point ces soldats sont brillants et se demande pourquoi ils sont sous ses ordres alors qu'ils pourraient largement être des gardes du corps du prince. Ils répondent qu'ils ne veulent pas se prendre la tête, mais la réelle raison n'est pas du tout celle qu'ils prétendent. Ils entretiennent en réalité une certaine amitié avec Tserienic et ils savent que leur position leur permet d'agir en sa faveur. S'ils étaient à ses côtés, leur relation pourrait se détériorer, par conséquent ils occupent la place parfaite pour lui venir en aide sans interférer dans ses projets. Car ils le savent, Tserienic est quelqu'un de mauvais dans le fond, avec un caractère qui l'est tout autant. Mais quoi qu'il arrive, ils le soutiendront et feront tout pour lui. On voit en cette fin de page la scène où le jeune Tserienic a tiré sur son camarade après l'avoir battu à son propre jeu. Le passage est magnifique. Cette amitié que tout oppose et qui semble pourtant si solide, alors que jusque-là ses gardes proches étaient extrêmement craintifs de lui, on a tout l'inverse avec ce groupe. Il l'aime comme il est, et ne voulant pas lui mettre des bâtons dans les roues, il préfère rester tout en bas de l'échelle pour le soutenir dans toutes ses démarches. Du grand Togashi. Petit timeskip et on retrouve nos protagonistes de ce chapitre dans un espèce de QG discutant de l'apprentissage du naine de Tserienic. On n'apprend pas grand chose de notre côté, mais Volken, la fameuse personne qu'Otoshin a mentionné plus tôt, les a rejoints pour mieux leur éclairer la lanterne sur ce qu'il se passe du côté du prince. Après un petit coup de gueule où elle en veut à Otoshin de l'avoir balancé au caporal qu'elle avait des informations, elle leur explique que Teta est celle qui a été la plus proche du prince et qu'elle a remarqué un changement brusque de comportement chez elle. Cependant, elle ne répondra pas aux questions qu'ils lui poseront. Par conséquent, la meilleure manière de s'y prendre reste de l'interroger indirectement sur ce qui se passe au niveau supérieur en observant son attitude quand bien même elle ne répond pas aux questions. Une sorte de petit jeu de mentalisme en soi. Elle vient également renforcer l'idée que Morena est bien une utilisatrice de naine, même si pour nous c'est une évidence, pour eux ça n'en est que stade de simple théorie. Leur stratégie va donc être de faire semblant d'enquêter sur Morena tout en l'évitant au maximum tant qu'ils n'auront pas plus d'informations sur elle. Mais ça risque d'être un peu plus corsé que ça, étant donné que Morena a très probablement connaissance de leur visage, puisqu'une personne ayant tatoué tous les membres de la milice serait un ancien membre Hailey. Par conséquent, Morena possède toutes les données liées aux personnes qu'il a tatouées. A contrario, eux ne savent pas du tout à quoi ressemblent les Hailey, puisqu'ils sont montés en tant que passagers civils, ce qui joue énormément à leur défaveur. L'idée est donc de coopérer avec les Shu'u et les Sha'ar pour avoir de meilleures chances de survie. Mormori va demander à Volken que faire s'ils se font capturer par Morena, et le chapitre va se conclure sur les mots de Volken disant que ça ferait l'objet d'une bonne piste de réflexion. Quelle densité dans ce numéro 394 ! Franchement, je pense avoir été beaucoup plus surpris par l'introduction de tous ces personnages que par la quantité de texte qui a tant fait parler avant même que le chapitre ne sorte. Personnellement, le chapitre je l'ai trouvé vraiment bon. Certes, il n'est pas dans l'action comme les précédents numéros, mais pour autant je me suis pas ennuyé ni dans ma lecture ni dans ma review. Pour en revenir un petit peu à ce qui se passe dans le chapitre, je pense que Togashi est en train de nous préparer l'expérience titanique ultime entre guillemets, où on peut suivre absolument tout ce qui se passe dans le bateau en même temps. L'arc était déjà une sorte de survival game entre les différents princes, puis la brigade des Hisoka, entre les mafieux, et maintenant entre tous les passagers du bateau. Un genre de Squid Game chaotique sur plusieurs niveaux. Sur le fond, avec les différents enjeux pour chaque groupe de protagonistes, et sur la forme, avec la division du bateau en étages rappelant fortement l'architecture du Titanic, justement. Ensuite, en ce qui concerne Tserienic, je sors bientôt une théorie à son sujet, et ça comprendra également la manière dont il s'est procuré les yeux du clan Kuruta. J'en dis pas plus, et j'espère vous voir au rendez-vous. En attendant, merci d'avoir regardé, pensez à liker et vous abonner si la vidéo vous a plu, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine.